Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire de fin d'année pour Sage 50 Canada. Je m'appelle Ivana, c'est moi qui vais vous faire la présentation aujourd'hui et je suis aussi rejointe par ma collègue Dorcas. Bonjour. Dorcas est là pour m'aider à répondre à toutes vos questions. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez votre microphone qui est désactivé ainsi que la section clavardage, mais vous allez pouvoir nous envoyer vos questions via la section Q&R. Donc, vous pouvez tout au long de la présentation nous envoyer vos questions. Dorcas va essayer de répondre par écrit à ces questions. Et pour les questions qui demandent un peu plus de temps, j'ai prévu du temps à la fin de la présentation pour pouvoir y répondre par oral pour que tout le monde ait accès aux réponses. Alors, cette présentation est enregistrée, donc si je vais un peu vite pendant la présentation, vous pourrez revoir cette présentation en ligne un peu plus tard. Donc, ne vous inquiétez pas sur cela. Donc, alors, on va déjà démarrer. Je vais vous présenter ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, on va commencer par, je vais vous parler du centre de fin d'année qui a été mis en place en ligne et auquel vous avez accès. Je vais ensuite vous parler de l'installation de la mise à jour du logiciel pour vous donner des astuces pour réussir cette mise à jour. Ensuite, on va parler de la fin d'année pour donc les listes de contrôle, comment faire pour clôturer votre fin d'année de paye 2024, ainsi que comment vous préparer pour la fin d'exercice. Je vais ensuite vous présenter donc des ressources qui sont à votre disposition. Et enfin, comme je le disais, avec Dorcas, on va répondre à vos questions à la fin de la présentation. Alors, tout d'abord, le centre de fin d'année. Donc, le centre de fin d'année est un site internet que nous avons mis en place pour regrouper en fait toutes les réponses aux questions que nous recevons à cette période de l'année. Donc, c'est un site internet qui est directement accessible en ligne. Je vous montrerai un peu plus tard dans la présentation comment y accéder directement depuis le logiciel. Et vous allez avoir du coup sur ce site internet tout un tas d'informations, des formations gratuites qui sont incluses. Toutes les mises à jour, les liens de téléchargement vont être disponibles sur ce site et ainsi que des listes de contrôle avec des étapes une à une de comment réaliser les choses que vous devez faire pour préparer votre fin d'année. Donc, je vais maintenant vous parler de l'installation du logiciel 2025. Donc, ça concerne en fait une installation, une mise à niveau depuis le logiciel 2024 ou avant vers le logiciel 2025. Donc, il y a quelque chose à faire, quelques petites choses à faire avant de faire la mise à jour. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez d'ores et déjà installer le logiciel 2025, même si vous n'avez pas fini la fin d'année. Ça ne pose aucun problème. Installer le logiciel ne changera rien au niveau des dates de votre exercice, ne changera rien au niveau des périodes dans lesquelles vous pouvez poster dans votre système. Vous pouvez, même si vous travaillez toujours, ce qui est normal sur l'année 2024, vous pouvez tout à fait déjà installer le logiciel 2025. Mais il y a des petites choses du coup à faire avant de faire cette installation. Et l'une de ces choses va être un peu spéciale par rapport à ce que vous avez pu voir dans les années précédentes de Sage 50, c'est qu'il va falloir prendre en compte l'adresse courriel de l'utilisateur principal dans le fichier. Donc, je vais vous montrer comment savoir quelle est cette adresse courriel dans quelques secondes. Ensuite, il va falloir vérifier que la mise à jour du logiciel est prête à être installée. Et ensuite, il va falloir sauvegarder vos données avant de faire toute mise à niveau de votre fichier. Donc, comment savoir quelle est l'adresse courriel de l'utilisateur principal? Par sécurité, il est probable que même si vous n'ayez jamais utilisé des outils liés au nuage dans Sage 50, il est probable que vous ayez déjà une adresse courriel paramétrée dans le système qui est associée à l'administrateur du fichier, l'utilisateur principal. Donc, pour aller voir cela, dans votre système, il va falloir aller dans la configuration et dans définir utilisateur et rôle. Vous allez arriver donc sur cette page d'utilisateur. Si vous êtes la seule personne à travailler dans le fichier, vous n'aurez que cette ligne ici de sysadmin avec potentiellement un courriel qui va apparaître ici. Vous aurez peut-être
d'autres utilisateurs sur cette page si vous partagez le fichier avec quelqu'un d'autre. Mais même s'il y a d'autres utilisateurs, seul l'utilisateur principal, seul le sysadmin et cette adresse courriel qui apparaît ici peut faire la mise à niveau. Donc, une chose à savoir, c'est que vous pouvez essayer de modifier le courriel si vous n'avez jamais connecté votre fichier au cloud et si le fichier n'a jamais été forcé de faire une sécurité supplémentaire. Vous pouvez potentiellement essayer de modifier l'adresse courriel en allant ici, voir si l'adresse courriel est accessible ou non. Si l'adresse courriel est grisée, mais que c'est une adresse courriel qui n'existe plus dans votre entreprise, vous allez devoir contacter le support pour que nous puissions vous aider à changer cette adresse courriel. Ensuite, donc, il va falloir vérifier que les mises à jour sont prêtes à être installées. Donc, pour cela, il faut aller dans le menu Aide et à Vérification des mises à jour du produit. Si la mise à jour est prête à être installée, vous allez avoir cette image qui va apparaître disant que la mise à jour est prête à être installée et donc tout va bien. Si elle n'est pas prête à être installée, vous aurez un autre message avec une option de télécharger la mise à jour et vous pourrez cliquer sur télécharger. Et ensuite, quelques minutes plus tard, vous pourrez revenir dans ce menu et vérifier que cette fenêtre apparaît correctement. Une fois que vous avez cela, il va falloir faire une copie de sauvegarde de votre fichier par sécurité. Et donc, vous pouvez faire la copie de sauvegarde en allant dans le menu Fichier, Copie de sauvegarde. Et là, donc, vous pouvez choisir un nom de fichier et un emplacement pour votre copie de sauvegarde pour que vous reconnaissiez la copie de sauvegarde. S'il arrivait quoi que ce soit à votre fichier, vous pourrez retourner sur la copie de sauvegarde. C'est très important à faire par sécurité. Une fois que vous avez fait ces 3 étapes, vous pouvez maintenant fermer le logiciel et vous serez amené à faire l'installation. Il vous suffira de cliquer sur « Installer maintenant » lors de la fermeture du logiciel. Le logiciel 2025 s'ouvrira automatiquement pour faire son installation. Donc, vous aurez quelques petites étapes où il suffira de cliquer sur « Suivant » à chaque étape. Et une fois que ce sera installé, vous aurez cette fenêtre sur laquelle vous pourrez cliquer sur « Terminer » et le logiciel 2025 s'ouvrira. Une fois que le logiciel 2025 sera ouvert, vous pourrez sélectionner votre entreprise et vous aurez cette fenêtre vous demandant de faire la mise à niveau de l'entreprise. Donc, cette fenêtre n'apparaîtra qu'une seule fois par entreprise et c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'utilisateur principal, celui qui est nommé sysadmin pour système administrateur, qui peut faire cette mise à niveau. Et donc, il y a une autre option de faire une copie de sauvegarde. Gardez bien cette option sélectionnée et vous pourrez juste cliquer sur Démarrer. Une fois que vous aurez fait démarrer, la mise à niveau se fera et ce sera à ce moment-là que le système vous demandera d'entrer l'adresse courriel que vous aurez reconnue et enregistrée un peu plus tôt et le mot de passe qui est associé. Si vous ne vous souvenez plus du mot de passe, vous pourrez réinitialiser le mot de passe avec l'option directement ici. Voilà, alors je vous ai parlé de toutes ces étapes. Je vais maintenant vous faire une démonstration directement sur mon système pour vous montrer directement à quoi cela ressemble dans le logiciel. Donc, voilà mon logiciel. La première étape, comme je l'ai dit, c'est de vérifier l'adresse courriel de l'utilisateur principal. Donc, il faut aller dans la configuration, configurer les utilisateurs. Vous allez avoir cette fenêtre de configuration des utilisateurs qui s'ouvre et comme vous pouvez le voir, donc j'ai mon utilisateur principal qui est ici, qui a une adresse courriel. Alors, je vais aller voir ici dans la section modifier et cette adresse courriel est grisée. Je ne peux pas la modifier ici. Il se trouve, dans le cas ici, c'est l'adresse courriel que je souhaite, donc ça ne pose aucun problème. Il faut juste que je sauvegarde cette adresse courriel pour que je me souvienne quand je vais faire la mise à niveau de quelle adresse courriel je dois utiliser. Mais si je devais la changer une nouvelle fois, comme je l'ai dit plus tôt, il faudrait contacter le support pour que nous puissions vous aider à faire ce changement. Donc ici, pour moi, tout est correct. Donc je peux refermer cette fenêtre et je vais aller dans le menu d'aide, voir si la mise à niveau est prête à être installée. Donc je vais aller dans Aide, vérification des mises à jour du produit. Le logiciel va vérifier si la mise à jour est prête et voilà, il m'indique que la mise à jour est prête, donc c'est parfait, je vais pouvoir continuer mes étapes. Donc la prochaine étape est de faire une copie de sauvegarde.
Donc pour cela, je vais dans Fichier, Copie de sauvegarde. Alors il se trouve que j'ai déjà fait ma copie de sauvegarde aujourd'hui pour gagner du temps sur cette présentation. Mais voilà, donc il faut, ce que je vous recommande, c'est de bien changer le nom ici de votre fichier pour être sûr de ne pas remplacer des copies de sauvegarde qui sont déjà existantes sur votre système. Mettez bien un nom qui est différent. Retenez bien l'emplacement et puis vous pouvez juste cliquer sur OK pour faire votre copie de sauvegarde. Donc ici, je vais annuler vu que j'ai déjà fait ma sauvegarde. Et voilà, donc maintenant mes 3 étapes sont faites. Je peux fermer mon fichier et normalement, je vais être amené directement, voilà, à installer le logiciel 2025. Donc, je vais cliquer sur Installer maintenant. J'ai déjà fait ma copie de sauvegarde, donc je n'ai pas besoin d'en faire une autre. Voilà, donc le logiciel est en train de réfléchir. Ça devrait ouvrir la mise à niveau du logiciel 2025. Voilà, donc il y a les informations de sécurité. Alors, mon système est malheureusement en anglais, donc oui, quelques étapes ici vont être en anglais, malheureusement, mais la mise à niveau se fait quasiment toute seule, vous allez voir. Là, pour l'instant, je n'ai rien à faire. Voilà, donc, première chose à faire, il va falloir accepter, lire et accepter les modalités de contrat de licence. Donc, je l'accepte. Donc, ça sera indiqué suivant sur chaque étape. Vous pourrez cliquer sur suivant. Je reviendrai sur la petite section qu'on vient d'avoir avec un icône qui va se créer sur votre bureau. C'est quelque chose dont je vais vous parler un peu plus tard dans cette journée, dans cette présentation. Voilà, donc j'ai juste un peu laissé le système tourner. Voilà, donc vous pouvez déjà voir, j'ai l'icône du logiciel 2025 qui s'est installée et j'ai cette petite icône de support en plus qui s'est installée de ressources dont je vais vous parler un peu plus tard. Donc l'installation c'est faite, je peux cliquer sur terminer et le logiciel 2025 va s'ouvrir. Voilà, donc à partir d'ici, je peux aller resélectionner mon fichier. Il se trouve que mon fichier était ici. Je peux l'ouvrir. Et c'est là où voilà, le logiciel me demande de faire cette mise à niveau. Donc je peux cliquer sur Démarrer. Automatiquement avoir une autre sauvegarde par sécurité qui va se créer. Voilà. Et donc, c'est ici que le système va me demander l'adresse courriel et mot de passe de l'utilisateur principal. Donc, j'ai déjà noté mon adresse courriel. Je peux noter mon mot de passe. Et alors, potentiellement, si ça n'a pas déjà été fait pour vous, vous allez avoir ici une fenêtre vous demandant de paramétrer
un second facteur d'authentification, ou du coup par sécurité, il est maintenant obligatoire de lier une application de sécurité ou un numéro de téléphone à votre compte. Donc vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, vous serez amené à créer cette sécurité. Dans le cas ici, donc j'ai déjà créé ceci, donc je peux juste entrer mon code qui est dans mon application et cliquer sur continuer. Et du coup, le fichier va reconnaître l'adresse courriel. Si l'adresse courriel n'était pas reconnue, le logiciel me dirait qu'il y a un problème. Mais vu que l'adresse courriel est reconnue, maintenant, voilà, le logiciel 2025 s'ouvre correctement. Et si vous allez ici, si je vais dans mes propriétés, je vois, en plus, je suis dans la version la plus nouvelle qui est 2025.1. Et voilà, donc là, ce qui est très très important à retenir, c'est bien donc de faire vos copies de sauvegarde et de bien prendre en compte cette adresse courriel de l'utilisateur principal qui est nécessaire pour faire cette mise à niveau. Voilà, alors si maintenant dans les cas où vous êtes plusieurs à travailler sur le système, si vous travaillez toujours sur le logiciel 2024 ou avant et que vous devez mettre à jour vers 2025, il va falloir aussi mettre à jour votre serveur. C'est quelque chose qui va être nécessaire si vous venez d'une édition plus ancienne du logiciel. Et il devra être mis à jour avant que vous puissiez utiliser le logiciel 2025 sur vos postes de travail. Tous les postes de travail devront installer le logiciel 2025. Une fois que le fichier est mis à jour sur 2025, vous ne pouvez plus l'ouvrir sous le logiciel 2024. Et comme je disais, seul l'administrateur du système peut convertir ces fichiers. Dans les cas où vous avez mis à jour les postes de travail mais pas le serveur, vous pouvez avoir des messages d'erreur de ce type qui indiquent que le gestionnaire de connexion n'est pas installé sur l'ordinateur qui héberge les données ou que vous devez directement mettre à jour le gestionnaire de connexion sur le serveur. Ça peut être un second message que vous avez. Il est vraiment nécessaire pour passer de l'édition 2024 vers 2025 de mettre à jour votre serveur. Pourquoi il est important de mettre à jour d'ores et déjà votre logiciel vers le logiciel 2025? Parce que le logiciel 2025, spécialement 2025.0, est l'édition la plus grosse de l'année, c'est-à-dire qu'elle implique de mettre à jour tous les composants en arrière-plan du système, ainsi que mettre à jour votre serveur. Et donc, c'est la mise à jour sur laquelle vous pouvez rencontrer le plus de problèmes. Donc, il est important de mettre à jour au plus tôt possible votre système pour ne pas avoir de contraintes de temps un peu plus tard si jamais vous rencontrez des problèmes et si vous devez faire intervenir votre département informatique. Ce qu'il est nécessaire de savoir, c'est que le logiciel de 2025 va être nécessaire si vous souhaitez obtenir les tables de taxes pour l'année prochaine au niveau de la paye. Le logiciel 2024 ne sera plus mis à jour. Donc au niveau de tout ce qui est paye pour 2025, il vous faudra le logiciel 2025. Voilà, donc c'est tout sur l'installation du logiciel. Si vous avez des questions, je vous rappelle, n'hésitez pas à nous les envoyer dans la section Q&A de cette présentation. Et Dorcas va pouvoir y répondre directement ou nous pourrons prendre la parole à la fin de la présentation pour répondre par oral à vos questions. Alors maintenant, je vais partir sur comment préparer la fin de cette année, la fin de l'année dans le logiciel Sage 50. Donc, il faut savoir que dans Sage 50, il y a deux types d'années, l'année financière et l'année civile. L'année civile est une année qui suit le calendrier. Elle va du 1er janvier au 31 décembre. Elle est utilisée dans le logiciel uniquement pour tout ce qui est paye. Et en fait, quand vous commencez une nouvelle année civile, toutes les informations relatives à la paye pour les employés vont être remis à zéro. C'est-à-dire que tous les montants accumulés vont être remis à zéro quand vous allez commencer la paye pour vos employés. Par opposition, l'année financière, elle, suit l'exercice comptable de votre entreprise. Donc, votre année financière peut avoir les mêmes dates que l'année civile ou peut être complètement différente, dépendant vraiment de votre entreprise.
Et ce qui se passe quand vous commencez une nouvelle année financière, tous les comptes de charges et de produits sont automatiquement clôturés pour clôturer l'année et le revenu net est transféré au compte de bénéfices non répartis et les soldes de comptes de charges et de produits sont remis à zéro. Donc c'est vraiment, d'un côté, vous avez tout ce qui est paye, de l'autre, vous avez le reste de votre comptabilité. Alors, nous allons d'abord parler de la clôture de la paye donc pour l'année 2024, avec les étapes qu'il faut suivre pour clôturer votre année de paye. Donc, la première étape va être de contrôler l'intégrité de vos données. Il va falloir contrôler en fait que donc, il y a une section que je vais vous montrer dans le logiciel pour faire cela, mais il va falloir contrôler que les balances des comptes matchent et correspondent à ce qui est inscrit dans les informations de vos employés. Il va falloir ensuite imprimer le rapport, alors c'est à rappeler le rapport RGAP, mais c'est le rapport de la revue des gains assurables et ouvrant droit à pension. Donc c'est un rapport qui va être extrêmement important pour votre fin d'année pour vérifier en fait que l'assurance emploi et soit le régime de pension ou le régime des rentes, tout a bien été calculé dans votre année, de manière à vérifier que quand vous allez faire vos T4 et relevé 1, tout est correct, mais aussi à vérifier que le paramétrage de vos employés est correct avant que vous débutiez l'année suivante. Ce qu'il faut savoir par rapport à ce rapport, c'est qu'il ne peut être utilisé que en fin d'année, donc pour estimer les droits à cotisation à l'assurance emploi, régime de pension et régime des rentes. Il ne peut être utilisé et il n'est exact que si tous les chèques de paye ont été offerts aux employés pour les nombres de périodes de paye pour lesquelles les employés étaient configurés. Alors, c'est quelque chose qui est assez compliqué, mais extrêmement important. Ce que ça signifie, c'est que si vous avez un employé qui est configuré dans le système, par exemple, pour 12 périodes de paye, mais que cet employé n'a commencé qu'au milieu de l'année, donc il n'a reçu que la moitié des chèques de paye pour lesquels il était configuré, ce rapport ne sera pas fiable. Il ne pourra pas indiquer les excédents ou bénéfices ou déficits de cotisation. Ce rapport n'est valide que si le nombre de chèques de paye correspond au nombre de périodes de paye. Si au cours de l'année, les périodes de paye pour un employé ont été modifiées, par défaut, les calculs seront erronés. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important et je vais vous montrer dans le système directement sur le rapport ce que ça indique. Mais c'est quelque chose qui doit être fait avant de clôturer votre paye pour 2024. Et une fois que vous aurez fait cela, il faudra aussi de nouveau sauvegarder vos données et à ce moment-là, vous pourrez commencer la nouvelle année. Maintenant, alors je vais retourner dans le logiciel pour vous montrer ce dont je viens de parler. Alors, dans mon logiciel, donc déjà, la vérification de l'intégrité des données, elle peut se faire directement dans le menu Maintenance en allant dans la section Vérifier l'intégrité des données. Donc, vous allez voir dans cette section, vous avez le système qui compare sur la première ligne le total des débits versus le total des crédits et ensuite compare la balance des comptes avec ce qui est inscrit dans les informations, les enregistrements de votre système. Alors, malheureusement, dans cette présentation, je ne vais pas pouvoir expliquer chaque ligne, mais je vais vous montrer à la fin de la présentation notre centre de ressources où vous allez pouvoir retrouver donc une explication de chaque ligne et comment résoudre tous les problèmes que vous allez rencontrer, que vous pouvez potentiellement rencontrer sur cette page. Mais voilà, pour voir vérifier l'intégrité des données, c'est vraiment dans le menu Maintenance, Vérification de l'intégrité. Maintenant, pour le rapport de fin d'année. Donc, ça va être dans le menu Rapport, Paye, et vous allez voir directement ici ce rapport de fin d'année RGAP. Donc, si vous l'ouvrez, donc il va falloir sélectionner vos employés, sélectionner l'année, et vous allez pouvoir voir tous les montants qui ont été prélevés pour tout ce qui est RPC, RRQ et assurance emploi. Donc, vous allez avoir
une colonne avec le salaire brut de vos employés, le salaire cotisable au niveau, donc le salaire qui est cotisable, pardon, les prélèvements RPC et RRQ qui ont été pris, ce que le logiciel pense être un prélèvement excédentaire ou un déficit. Vous avez des calculs qui apparaissent ici. Même chose qui a été prélevé pour le RPC2, RRQ2, des montants potentiellement excédentaires ou des déficits, les gains assurables, donc le total des gains assurables de l'employé pour l'année, et l'assurance emploi qui a été déduit pour les employés, et s'il y a l'assurance emploi en trop ou pas assez qui aurait été déduit. Donc ici, vous avez des petites notes à la fin qui apparaissent avec le système qui vous explique si potentiellement si vous avez des problèmes ici, qui vous explique à quoi ce problème peut être lié. Ici, ce que je vois, c'est qu'au niveau de l'assurance emploi, ça me paraît correct. Au niveau du RPC2, RRQ2, ça me paraît correct. Par contre, j'ai cette colonne RPC, RRQ où j'ai des montants au niveau donc excédentaire qui semblent apparaître. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ces calculs, le logiciel fait un calcul assez compliqué qui peut entraîner des arrondissements. Et donc, quand vous voyez des écarts de quelques centimes, en fait, le calcul est correct. C'est juste qu'il y a quelques centimes d'écart et il ne faut pas s'inquiéter pour cela. Donc, on peut demander au logiciel de retirer ces montants pour pas nous distraire. Donc, on peut retourner modifier ce rapport, modifier les options du rapport et lui demander de n'afficher que les écarts qui sont supérieurs, par exemple, à 1 $, puisque les arrondissements, on n'a pas besoin de... ce ne sont pas des problèmes de paramétrage au niveau des arrondissements. Donc, vous pouvez sélectionner cette ligne et cliquer sur OK. Et on va voir du coup ce que le logiciel indique. Voilà. Et il me dit que j'ai toujours en fait 2 employés ici pour lesquels il semblerait qu'il y ait eu un paiement excédentaire au niveau du RPC ou du RRQ. Donc, il va falloir que je vérifie d'où viennent ces problèmes. Et pour cela, donc, je peux directement double-cliquer sur le nom des employés ici. Donc, je vais cliquer sur le premier nom. Et alors, je peux voir que cet employé a reçu 5 chèques de paye dans l'année. Et comme je l'ai dit plus tôt, ce rapport de fin d'année, il n'est valide que si l'employé a reçu le même nombre de chèques de paye pour lequel il était paramétré. Donc, il faut que j'aille voir le paramétrage de l'employé. Et donc, je peux directement de nouveau double-cliquer sur le nom de l'employé. Et ça va m'ouvrir les enregistrements de l'employé. Je peux aller dans la section revenus. Et je peux voir que le nombre de périodes de paye est 12. Donc, ces employés, ça me paraît correct, il est payé une fois par mois. Donc, il y aurait normalement 12 périodes de paye. Sauf que comme cet employé n'a commencé, il semblerait, à travailler qu'en juillet, le rapport de fin d'année ne peut pas être utilisé pour cet employé. Donc, je peux d'ores et déjà ne plus toucher à cet employé. Il n'y a rien à faire. Le logiciel semble calculer correctement. Le paramétrage est correct. C'est juste que le système ne peut pas évaluer correctement puisque l'employé n'a pas travaillé toute l'année pour mon entreprise. Donc, pour cet employé, voilà, je peux juste fermer et passer au second employé. Alors, je double-clique sur son nom. Et là, donc je vois, il va falloir que je regarde le nombre de chèques de paye. 5, 6. Donc il semblerait qu'il y ait 12 chèques de paye ici. Il semblerait que ce soit aussi un employé qui soit payé tous les mois. Donc il faut que j'aille voir maintenant le paramétrage du nombre de périodes de paye. Donc je vais double-cliquer une nouvelle fois sur l'employé et aller dans la section revenus. Et dans cette section revenus, je vois que le nombre de périodes de paye est aussi 12. Donc là, je vais avoir un problème parce que le paramétrage est correct, mais le système me dit qu'il y a un problème au niveau du calcul. Donc, il va falloir que je regarde plus en détail ce qui s'est passé pour cet employé au niveau, donc, apparemment du RPC pour voir d'où vient ce problème. Et là, ce que je vois,
c'est que le montant brut n'a pas changé pour cet employé, mais le montant de RPC a changé au cours de l'année, ce qui m'indique que soit mes tables de paye pour cet employé ont été mises à jour tardivement dans l'année et que ça a causé un problème au niveau du calcul, soit que le nombre de périodes de paye a été changé au cours de l'année. Et donc, il y a eu un moment où le logiciel ne calculait pas correctement. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est retourner dans un chèque de paye qui a déjà été donné à l'employé et l'ajuster. Ça va être complètement incohérent puisque c'est de l'argent, vous avez déjà fait les versements au gouvernement, vous avez déjà payé l'employé, donc vous ne pouvez pas réajuster un chèque de paye qui a déjà été donné à l'employé. Ce qu'il va falloir faire, c'est consulter votre comptable qui va pouvoir voir avec vous comment procéder à ce moment-là, parce que il est probable qu'il y ait eu un trop paiement dans ce cas ici du RPC, et donc au niveau des déclarations d'impôt, l'ARC va en fait indiquer qu'il y a quelque chose d'incorrect, et donc il va falloir voir avec votre comptable pour que votre comptable puisse vous guider afin de potentiellement faire une déclaration ou réduire potentiellement les avis de versement, mais c'est votre comptable qui doit décider avec vous ce qui va pouvoir être possible pour faire ces ajustements. Voilà, donc c'est vraiment au niveau de ce rapport, c'est vraiment ces écarts ici qui ne sont pas des écarts d'ajustement, d'arrondissement qu'il va falloir prendre en compte et bien faire attention que quand vous allez commencer la nouvelle année 2025, si vous voyez qu'il y a un écart pour des employés et vous voyez qu'en fait, pour un employé, l'employé était toujours, par exemple, paramétré avec une mauvaise période de paye, il va falloir bien faire attention pour la nouvelle année d'être sûr que les employés soient paramétrés pour la bonne période de paye. Et c'est ça pour éviter ce type de problème pour l'année suivante. C'est là où il va falloir faire très attention de remédier à ce problème. Voilà, donc je vais retourner maintenant dans la présentation pour vous parler donc de la clôture de l'exercice 2024. Donc pour clôturer l'exercice, ça commence de la même manière. Il va falloir vérifier l'intégrité de vos données, imprimer tous vos rapports financiers dont vous avez besoin. Donc c'est tous les rapports financiers, l'état des résultats par exemple, le bilan, tout cela, donc il va falloir les imprimer. Potentiellement, vous allez devoir effectuer des ajustements de fin d'année. Donc, les ajustements de fin d'année, ce sont des ajustements qui sont donnés par votre comptable. En général, c'est des transactions qui vont être entrées dans votre journal général. Alors, forcément, comme cela va impliquer votre comptable et que votre comptable va devoir travailler à vérifier l'ensemble de votre année, c'est probablement pas quelque chose que vous allez pouvoir faire d'ici la fin décembre. Donc, cette étape, il n'est pas nécessaire de la faire avant de clôturer l'année. Vous pouvez le faire après parce que le logiciel SAS 50 vous permet de continuer à poster des transactions et à ajuster des transactions dans l'exercice précédent. C'est-à-dire que quand vous allez commencer l'exercice 2025, il va toujours être possible pour vous de continuer à poster des transactions ou ajuster les transactions dans l'exercice 2024. De la même manière, si vous devez commencer à travailler dans le logiciel pour l'année 2025, pour écrire les transactions que vous aurez en janvier pour 2025, mais que vous n'avez pas fini d'écrire, d'entrer toutes vos factures, par exemple, pour la fin d'année 2024, vous pourrez aussi le faire une fois que vous aurez commencé l'année 2025. Vous pourrez toujours écrire des informations dans l'année 2024. Ensuite, donc, il va falloir une nouvelle fois sauvegarder vos données. Toujours penser à faire des sauvegardes. Et ensuite, vous pourrez commencer la nouvelle année. Alors, commencer la nouvelle année.
À contrario de ce que je viens de dire, une chose que vous ne pourrez pas faire une fois que vous aurez commencé l'exercice ou l'année civile 2025, c'est à poster des chèques de paye en série ou avoir les charges sociales de paye qui se calculent automatiquement pour 2024. C'est-à-dire que quand vous commencez la nouvelle année 2025, le logiciel ne calculera plus automatiquement les déductions pour l'année 2024. Il ne calculera uniquement que pour 2025. Donc, avant de commencer votre année 2025, il va falloir faire attention de bien avoir entré tous vos chèques de paye pour 2024. Vous ne pouvez pas commencer 2025 sans avoir fait cela. Si vous le faites, vous devrez réentrer les chèques de paye 2024 manuellement en entrant les montants des payes manuellement. Donc, bien poster tous vos chèques de paye de 2024 avant de commencer 2025. Toujours faire une sauvegarde avant de commencer la nouvelle année. Et dans le cas où votre année civile est la même que l'année financière, le logiciel commencera les deux en même temps. Donc vous pouvez avoir deux scénarios. Dans les deux cas, pour commencer la nouvelle année, il faut aller dans le menu maintenance, débuter le nouvel exercice ou l'année civile. Si votre année civile est, si votre exercice est différent de l'année civile, vous aurez le choix de débuter soit l'exercice, soit l'année civile. Donc prenez bien celui que vous devez débuter. Si, à contrario, l'exercice suit les mêmes dates que votre année civile, donc votre exercice va du 1er janvier au 31 décembre, le logiciel commencera les deux en même temps. Donc vous aurez cette fenêtre qui regroupe les deux et vous ne devrez faire cette étape qu'une seule fois. L'année civile et l'exercice commenceront en même temps. Donc bien de retourner sur cette fenêtre qu'une seule fois pour commencer en 2025, à la fois l'exercice et l'année civile, si les deux sont aux mêmes dates. Alors, je vais vous parler un petit peu de la mise à jour de la paye, donc la version 2025.1. Alors, j'indique que la mise à jour de la paye sera disponible d'ici la fin du mois. Elle est déjà disponible pour les comptables depuis le début de la semaine. Elle va être disponible sous peu pour tout le monde. Donc, cette mise à jour comprend les nouvelles tables d'imposition au niveau de la paye pour 2025, ainsi que les nouvelles exigences du gouvernement pour les T4 et les relevés 1. Il y a le gouvernement demande de nouveaux codes sur les T4 et les relevés 1, et ceux-ci vont être disponibles avec la mise à jour 2025.1. Comme c'est la mise à jour qui comprend les tables d'impôt 2025, cette mise à jour 2025.1 va être nécessaire pour faire vos chèques de paye de 2025. C'est nécessaire. La chose à se souvenir, c'est que après avoir installé cette mise à jour, mais avant de faire votre paye, vous allez devoir mettre à jour les crédits d'impôt des employés vous-même. C'est-à-dire que même si vous faites la mise à jour, au niveau des crédits d'impôt, vous devez aller vous-même dans le système pour les mettre à jour. Donc, je vais vous montrer dans ce que je veux dire par là dans le système. Donc, une fois que vous faites la mise à jour 2025.1, ce que j'ai fait tout à l'heure, donc j'ai bien la version 2025.1, donc j'ai accès aux nouvelles tables d'impôt. Une fois que j'aurai posté tous mes chèques de paye pour 2024 et que je suis prête à faire mes chèques de paye pour 2025, avant de faire mes chèques de paye, il va falloir que je mette à jour mes crédits d'impôt d'employés en allant dans le menu maintenance, mettre à jour les crédits d'impôt des employés. Et vous allez voir ici, sous le tableau, les montants vont être mis à jour pour 2025. Donc cette colonne de montant personnel de base, vous devez la mettre à jour vous-même. Le système ne va pas le faire automatiquement. Le système indique juste les montants disponibles, mais il faut que vous alliez dans cette fenêtre et vous pouvez ici sélectionner tous les employés et actualiser le montant personnel de base. Donc ça va me dire que tout le monde est mis à jour et vous voyez, ce montant est mis à jour pour 2025. Donc ça, c'était au niveau fédéral.
De la même manière, il faut que je le fasse au niveau provincial. Donc pareil, je prends provincial, je sélectionne mes employés et je peux actualiser pour mettre ce montant à jour. Si j'ai des employés qui travaillent dans d'autres provinces, voilà, bien faire attention à sélectionner toutes les provinces, une par une, pour mettre à jour ce montant. Voilà. Et donc cette colonne ici est mise à jour. Et c'est quelque chose, voilà, bien penser à le faire avant de poster votre premier chèque de paye pour 2025. Au niveau des T4 et relevé 1, donc Sage 50, si vous avez le module de paye automatique, Sage 50 vous permet d'imprimer les T4 et les relevés 1 ou vous permet de créer un fichier électronique que vous pouvez ensuite téléverser sur le site internet de l'ARC ou de Revenu Québec. Donc, pour créer ces fichiers électroniques des T4 et relevés 1, vous pouvez aller dans le menu Fichier, Importer, Exporter, Transmission électronique des déclarations, et vous pouvez choisir Exporter T4 ou Exporter relevé 1. Ce qu'il faut retenir, c'est que Sage 50 va créer un fichier qui va être enregistré sur votre ordinateur. Sage 50 ne va pas se connecter au site des gouvernements. Vous devez téléverser manuellement ces fichiers qui sont créés. Et pour rappel, les gouvernements demandent, si vous avez plus de 5 employés, vous devez créer ces documents électroniquement pour les envoyer au gouvernement. C'est maintenant obligatoire si vous avez plus de 5 employés. Alors, je vais maintenant vous parler des ressources qui vous sont accessibles. Donc, nous avons un centre de ressources en ligne qui contient directement toutes les informations liées à Sage 50. Ce centre est accessible depuis l'icône qui est créée lors de l'installation que je vous ai montré un peu plus tôt lors de la présentation. Donc, l'icône qui est créée sur votre bureau directement. Vous pouvez aussi y accéder depuis le logiciel dans le menu Aide. Soutien de Sage, vous avez directement l'accès au centre de ressources et vous pouvez aussi y accéder en cherchant sur un navigateur web sage.com/ressources au pluriel. Vous allez avoir directement donc, cette page web qui va contenir toutes les informations liées à Sage 50. Particulièrement dans son centre de ressources, ce dont je veux parler va être le centre de fin d'année. Comme je le disais tout à l'heure, donc c'est un site web qui a été créé vraiment à la suite de toutes les questions que nous avons reçues dans les années précédentes pour vraiment regrouper toutes les informations dont vous auriez besoin pour faire cette fin d'année. Vous avez vraiment tout qui est regroupé. Donc, directement en ligne, vous pouvez y accéder. Et je vais vous montrer directement comment ça se présente. Donc, si je retourne dans mon logiciel, je peux aller dans le menu Aide, Soutien de Sage, Centre de ressources. Donc, je vais passer par le centre de ressources que je vous ai montré. Ça va ouvrir donc la page de centre de ressources et vous voyez, il est directement paramétré pour accéder sur les informations de Sage 50 quand vous passez par le logiciel. Et ce qui va m'intéresser, donc, c'est le centre de fin d'année. Donc, je peux directement cliquer ici, mais pensez bien, vous pouvez aller visiter. Vous avez énormément d'informations sur ce site internet. Donc, pour la fin d'année, nous avons le centre ici. Donc, si je clique dessus, donc il va apparaître. Première chose, je vous conseille voilà, de le mettre dans vos favoris parce que c'est vraiment un endroit où je pense vous pouvez retourner fréquemment pour vraiment suivre étape par étape les différents processus de fin d'année dans Sage 50. Donc, comme je le disais, ici, vous avez le regroupement de toutes les informations. Vous avez des formations gratuites ici. Vous avez les liens de téléchargement, toutes les informations par rapport aux mises à jour, ce que contient les mises à jour. Tout va être mis à jour, indiqué ici. Et extrêmement important, vous avez les listes de contrôle. Et par exemple, le rapport RGAP dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez le détail dont je vous ai expliqué encore plus en détail de ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais vous avez aussi pour
finir, par exemple, faire la fin de l'exercice, vous avez étape par étape le détail de comment faire chacune de ces étapes avec des exercices détaillés. Et si vous rencontrez un problème lors de ces étapes, vous avez les explications directement ici de comment résoudre les problèmes que vous pouvez potentiellement rencontrer. Et il vous suffit voilà, de cliquer sur suivant sur chaque étape pour avoir accès vraiment aux détails de tout ce qu'il vous faut pour finir cette année. Et donc, c'est vraiment extrêmement un site qui est vraiment détaillé et qui va être extrêmement important pour vous pour vraiment avoir un suivi et vraiment une liste de tout ce que vous devez faire pour vous permettre de finir cette année facilement, avoir un plan détaillé de tout ce qu'il faut faire. Voilà, alors je vous remercie de m'avoir écouté. C'est maintenant donc le moment où je vais pouvoir, avec Dorcas, répondre à vos questions. Bonjour encore à tous. Donc, on va aller directement aux questions. La première question en ce moment, c'est la mise à jour des déductions de base doit-elle être faite seulement en 2025? Alors, pour la mise à jour 2025.1, alors, ce que je recommanderais, ce serait d'installer 2025.0 maintenant pour être sûr que votre système est correct, que vous n'avez pas besoin d'après d'impliquer votre département informatique ou qui que ce soit dans votre mise à jour pour avoir le gros logiciel installé. Et ensuite, le patch 2025.1, lui, vous pouvez d'ores et déjà l'installer, mais je vous conseillerais d'attendre d'avoir installé d'attendre de l'installer après avoir fait votre dernier chèque de paye de 2024, juste pour vous souvenir en fait que vous faites cette installation et vous pouvez directement, une fois l'installation faite, mettre à jour vos crédits d'impôt pour 2025. Vous avez fini 2024, vous pouvez installer 2025.1 au niveau de la paye, vous avez fini la paye 2024, installez 2025.1, mettez à jour vos crédits d'impôt et comme ça, tout est fait, tout est prêt pour ensuite démarrer la nouvelle année 2025. Merci, Ivana. Deuxième question, est-ce que l'action de débuter l'année civile peut être faite par n'importe quel utilisateur ou bien seulement l'utilisateur principal? Alors, elle devrait normalement, c'est l'utilisateur principal qui devrait faire ce type de paramétrage dans le système. C'est vraiment au niveau des paramétrages du système, ça devrait être l'utilisateur principal qui devrait le faire. Merci. Prochaine question. Par rapport à la clôture de l'exercice, est-ce qu'il y a un moyen, une fois les états financiers définitifs édités, de clôturer l'exercice afin qu'on ne puisse plus y passer les écritures par erreur? Alors oui, vous avez une option. Alors je vais retourner dans Sage 50. Une fois que tout est fait, vous savez qu'il n'y a plus rien à faire dans l'année 2024, vous pouvez aller dans la configuration, dans les paramètres, et ça va être en fait sous entreprise et système. Vous avez une option qui vous permet d'interdire les transactions antérieures au et vous pouvez choisir une date ici. Et par exemple, vous pourrez interdire les transactions antérieures au 1er janvier pour bloquer de manière à ce que plus personne ne puisse ajuster ou poster des transactions en 2024. C'est vraiment cette option ici, je vais vous montrer une nouvelle fois. Configuration, paramètres, entreprise, système. Et c'est la ligne ici, interdire les transactions, et vous pouvez choisir la date. Et pareil, si vous choisissez une date, mais vous vous rendez compte que votre comptable vous indique peut-être dans 6 mois une transaction d'ajustement, vous pourrez décocher. Seul le contact principal, l'administrateur principal peut faire ce changement, mais il est possible de décocher pour en fait réautoriser temporairement pour faire les ajustements comptables. Mais seul l'utilisateur principal, l'administrateur principal peut faire ce changement. Merci, Ivana. Prochaine question. Nous avons effectué la mise à jour 2025.0. Non, ça c'est correct, j'ai répondu déjà. Dans mon
cas, ça fait déjà quelques semaines que j'ai fait la mise à jour de Sage 2025.0. Est-ce qu'il faille que je fasse toutes ces démarches? Est-ce que je peux le faire maintenant? Alors, si vous avez déjà fait l'installation, la mise à jour 2025.0, vous allez avoir dans les jours qui viennent la mise à jour 2025.1 qui va être disponible. Et cette mise à jour 2025.1 sera nécessaire à faire avant de poster l'échec de paye 2025. Merci. Prochaine question. Si j'ai ajouté une paye à un employé pour, par exemple, payer les vacances que j'aurais oubliées, est-ce que le RGAP est OK ou pas? Alors, il risque d'être... alors, ça dépend de si vous avez prévu à l'avance ou non. En fait, parce qu'il y a une option si vous allez dans les employés. Le logiciel, en fait, par exemple, vous avez, normalement, les employés sont payés une fois par mois, mais vous avez un chèque de paye bonus, donc vous avez un 13e chèque de paye. C'est des choses, si possible, il faudrait les prévoir au début de l'année, hein, si possible, pour être sûr que vous ayez la période de paye la plus correcte possible. Si malheureusement c'est quelque chose qui n'était pas possible, est-ce que vous avez eu un bonus, il s'est passé quelque chose et l'employé a reçu un bonus que ce n'était pas prévu à l'avance que ça arrive, potentiellement il peut y avoir un petit écart à voir avec votre comptable comment faire pour le réajuster. Mais potentiellement, en fait, le calcul au niveau de la régime de pension, le calcul prend vraiment en compte le nombre de périodes de paye. Donc, si celui-ci est incorrect, il peut y avoir potentiellement un petit écart, oui. Merci. Prochaine question. J'utilise le module paye seulement pour les besoins des T4A. L'année dernière, j'ai été mal assistée pour la transmission des T4A à l'ARC et ça m'a valu une pénalité. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment le faire? Absolument. Alors, les T4A, donc c'est légèrement différent puisque c'est pour les vendeurs. Alors, au niveau de la transmission, donc ça va être en fait la même manière que pour les T4 ou les relevés 1. Vous allez devoir aller dans Fichier, Importer, Exporter, Transmission électronique des déclarations. Et donc, ça va être la ligne transmission des T4 en ligne. Dans mon fichier, malheureusement, je pense que je n'ai pas de vendeur. Mais ce qu'il va falloir faire, donc, c'est créer le fichier dans Sage 50. Euh, et une fois que ce fichier est créé, donc ce fichier, de la même manière que les T4 et le relevé 1, Sage 50 va juste créer un fichier qui va être enregistré sur votre ordinateur et vous devez ensuite aller sur le site du gouvernement les téléverser. Alors, est-ce que... Ouais, je n'ai malheureusement pas de fournisseur dans mon système, mais avec un fournisseur qui a l'option T4 dans ses enregistrements, il apparaîtra ici. Il faudra entrer donc vos informations et donc vérifier que les montants sont corrects par rapport à... Alors, je vais devoir annuler ici. Il va falloir vérifier que les montants sont corrects par rapport au rapport de vente du fournisseur, au rapport d'achat pour vous. Et une fois que tout est correct, donc vous pouvez créer ce fichier, aller sur le site du gouvernement et le téléverser au gouvernement. Merci. Prochaine question. Est-ce qu'on peut continuer de travailler sur la version 2024 jusqu'à mi-janvier en attendant que l'utilisateur principal revienne des congés? Alors, le problème va être si vous avez des chèques de paye. Si vous avez des chèques de paye qui vont être faits avant la mi-janvier, les calculs des payes vont être incorrects si vous travaillez toujours sur le logiciel 2024. Il va vraiment vous falloir le logiciel 2025.1 pour pouvoir faire des calculs de paye corrects pour 2025. Merci. Bon, il y a une question. Après l'installation, pouvez-vous revenir sur l'étape au moment d'ouvrir le logiciel? Je ne sais pas si c'est encore possible de le faire. Alors, sur l'étape d'ouverture du logiciel?
Oui, c'est ça sa question. Alors, donc après l'installation, en fait, le logiciel va automatiquement s'ouvrir directement. Euh, il est possible, et c'était le cas pour moi, donc j'ai dû le changer. En fait, il est possible que ce qui soit indiqué ici soit incorrect. Donc, il faut vérifier que le fichier que vous avez ici, c'est bien votre fichier d'entreprise avec l'emplacement que vous avez normalement. Si vous n'êtes pas sûr, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est réouvrir votre logiciel 2024. Et votre logiciel 2024 va vous montrer euh, l'emplacement du fichier sur lequel vous travaillez. Donc ici, j'ai le logiciel 2024, ici, le logiciel 2025. Et en fait, il faut vérifier que l'emplacement ici est le même emplacement. Il est possible que quand vous installez le logiciel 2025, le logiciel ne reconnaisse pas automatiquement l'emplacement correct. Il reconnaît peut-être un ancien emplacement de votre système. Le fichier était peut-être un ancien emplacement, quelque chose que vous avez déplacé le fichier à un moment. Il est possible que le logiciel 2025 ne reconnaisse pas directement le bon emplacement. Donc, pour vérifier cela, vous pouvez ouvrir 2024, vérifier l'emplacement et ensuite, si l'emplacement ici est incorrect, vous pouvez aller sélectionner l'entreprise existante pour aller ensuite dans vos fichiers récupérer votre fichier, le correct fichier, le fichier qui est en fait au bon emplacement dans votre système. Donc celui qui est correct. J'espère que c'est clair. Mais du coup, donc c'est bien quand vous ouvrez 2025 après l'installation, euh, vérifiez bien. Normalement, vous pouvez juste réouvrir si vous n'avez que, surtout si vous n'avez qu'une entreprise, vous pouvez réouvrir la dernière entreprise sur laquelle vous avez travaillé. Mais si ça n'ouvre pas le bon fichier, vous voyez que c'est un fichier qui a des anciennes données ou ça vous dit que le fichier n'est pas trouvé, vous pouvez réouvrir 2024, vérifier l'emplacement de votre fichier et ensuite dans 2025, aller manuellement le sélectionner en utilisant l'option sélectionner une entreprise existante. Merci Ivana. Je pense que ça, c'est la dernière question. Si nous sommes sur Sage Drive avec plus d'un utilisateur, si Sysadmin doit faire la mise à jour, mais chaque Oui. fois il y a un bug pour la mise à jour de second utilisateur, est-ce qu'on doit arrêter le partage sur le Drive pour faire la mise à jour et ensuite repartager le fichier? Sinon, comment faire pour éviter les bugs? Alors, il va falloir, donc c'est toujours l'administrateur principal qui va devoir faire la mise à niveau, mais il est possible que si l'utilisateur principal a fait la mise à niveau et que du coup vous ne pouvez plus ouvrir le fichier puisque euh, le, le fichier est mis à jour sur 2025, donc vous ne pouvez pas récupérer le logiciel, réouvrir le logiciel 2024 pour installer la mise à jour 2025. Vous pouvez ouvrir le logiciel 2024 et ouvrir l'entreprise fictive. Donc, ça va vous ouvrir l'entreprise qui est incluse par défaut, qui a des données fictives dans votre système, et vous allez pouvoir faire la mise à niveau depuis l'entreprise fictive. Une fois que ce sera fait, vous allez pouvoir réouvrir votre fichier d'entreprise qui a été mis à jour en 2025 par l'administrateur. Donc, vous pouvez passer par l'entreprise fictive si vous ne pouvez plus réouvrir votre fichier parce que le fichier a déjà été mis à jour. Passez par l'entreprise fictive, faites votre mise à niveau du logiciel et ensuite vous pourrez réouvrir votre fichier. Vous n'avez pas besoin d'arrêter le partage. Merci Ivana. Est-ce que Avec plaisir. je peux encore prendre une question? C'est correct. Alors, si c'est une petite question, on est toujours dans le OK. temps. Est-ce que nous aurons accès au PowerPoint de cette formation? Oui, oui, ça va être donc l'enregistrement de cette présentation et leur PowerPoint, tout va être mis en ligne un peu plus tard. Donc vous aurez accès sur le centre de ressources, il va y avoir un lien, ainsi que sur notre forum Community Hub. Vous allez avoir des liens pour y accéder directement et pouvoir revoir cette présentation et du coup revoir aussi ce PowerPoint.
Ouais, je vous remercie d'avoir été présent pour cette présentation. Et donc, j'espère que j'ai pu répondre à la plupart de vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller consulter notre centre de ressources ou même poser des questions sur notre forum de Community Hub. Vous allez pouvoir y trouver toutes vos réponses pour pouvoir réussir cette fin d'année. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci.